Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Fantômes et autres nouvelles de Jérôme Maison. Un livre publié ici en poche aux éditions d'en bas, avec des nouvelles de 2010 et puis des nouvelles inédites 2015-2021 qui nous balance entre tradition et modernité dans le canton d'origine de Jérôme Maison, c'est-à-dire le Valais, lieu à la fois de légende montagnarde et où s'est insinuée la modernité. Et il y a dans les récits, dans les nouvelles de Jérôme Maison, véritablement ce frottement entre tradition et modernité et une atmosphère particulière, une atmosphère avec peut-être, en effet, des fantômes, mais aussi l'arrivée de l'autoroute, mais aussi les mazos et les vieux villages, les histoires de famille et les secrets de famille. Le rideau se déchire. En voilà une de ces nouvelles dont je vais lire, en tout cas, le début, qui typiquement commence par l'intrusion de la modernité, avec un slogan « Ne me libère pas, je m'en charge ». Graffiti, mai 68. La scène a lieu dans un village. Et tout d'un coup, on est tout de suite dans la distance. On avait mai 68, événement urbain s'il en est. Et puis, quels en sont les échos? Très loin, très haut, dans les villages du Valais. La scène a lieu dans un village, le long du fleuve vert qui rejoint la mer. Et c'est peut-être pas le Valais. Ou alors c'est le Rhône, mais longtemps en amont de la mer. Un jeune homme se tient au bas de l'escalier de la maison de famille. Il fait de grands gestes et sa voix affirme, prétend. Au sommet des marches, devant la porte ouverte de la maison mère, deux femmes s'agitent aussi et parlent avec de fortes intonations. La plus âgée, chignon gris et sarrau bleu, détient visiblement l'autorité. C'est elle surtout qui se fait entendre. L'autre se tient plus en retrait, et on peut lire sur son visage la crispation d'un chagrin prêt à éclore. Le jeune homme dit qu'il aime cette femme et que personne ne l'empêchera de vivre avec elle. Il viendra ici, dans sa famille, avec elle, ou il ne viendra pas. Les femmes, elles, s'y opposent, parce que cette femme est mariée et cela ne se fait pas. La plus âgée dit que c'est une honte. On ne la recevra pas ici, il faudra choisir entre elle et la famille. Le jeune homme lui coupe la parole. Il se fout de ces histoires. Cette honte est ridicule, et il se fiche des commérages des voisins. Ce disant, il recule peu à peu et s'éloigne de l'escalier. Il ne se laissera pas mener. Il fait front maintenant avec une insolence tranquille, presque narquoise, et des mots soudains blessants. Dans l'air, des lames passent. Aux yeux de la seconde femme, des larmes. C'est une scène qui est presque cinématographique dans la manière dont elle est décrite. D'abord, on voit les personnages, et puis il y a ici, avec l'italique en fait, les paroles du jeune homme, comme un dialogue qui apparaît directement dans un contexte qu'on ignore. Qui est cette femme qu'il veut épouser? Qui sont ces femmes à qui il parle? Il y a un mystère. Surtout que, ensuite, un troisième personnage regarde la scène de la cour toute proche. Il arrosait le jardin et n'a pas choisi d'en être spectateur. Le voilà otage des cris. Privé de parole, il semble terrifié de voir les êtres qu'il aime le plus au monde
s'insulter sur le pas de la porte pour une cause qui ne lui est pas claire. Il voudrait donner raison aux deux parties, mais sa raison n'y parvient pas. Secrètement, sans savoir pourquoi, il penche pour le jeune homme insolent au bas de l'escalier, son frère. On ne comprendrait pas la scène si l'on ne disait ce qui se joue en arrière-fond, si l'on ne nommait pas les forces tapies au-delà du rideau. Un aspect théâtral. On a une scène de théâtre. Et là, tout d'un coup, on va aller regarder au-delà du rideau. Derrière les deux femmes, il y a l'ancienne maison paysanne, où sont morts dans leur lit le grand-père, puis la grand-mère. Dans l'arche, les meubles ont été taillés comme pour l'éternité. Leur place n'a jamais varié. Cette immobilité des traditions, cette immobilité des lieux qui créent ou qui favorisent l'immobilité des êtres. La cave renferme encore de nombreux outils hors d'usage. La herse sur laquelle le cheval s'est empalé, des pelles, des brantes et les cloches de vache mangées depuis toujours. Derrière les deux gardiennes, et qui les portent, il y a l'honneur de la famille, la peur du qu'en dira-t-on, une façon d'être conforme aux attentes, de ne pas se faire remarquer. Il y a les choses et leur poids ancien, qu'on n'interroge pas. Les paysans luttent avec leur corps, ils savent que la nature et l'histoire sont plus fortes qu'eux. Mais ils ont leurs enfants, ils sont tenaces, ils transmettent envers et contre tout. Ils rusent, mais ne se rebellent pas. Dès leurs premiers pas, devant l'instituteur ou le prêtre, ils ont appris à obéir. Les mariages ont longtemps été des affaires de famille, liées au clan politique et à l'héritage des terres. Ça, c'est tout à fait typique de la région d'où vient Jérôme Mézot, les clans politiques et l'héritage des terres, même si évidemment on trouve ça partout, mais dans des lieux où les gens restent. Et dans ces lieux de montagne, au fond, l'espace se restreint. On voyage qu'à quelques kilomètres, mais pas plus loin. Les deux femmes sont demeurées sans mari, comme une troisième sœur morte, parce que leur père, autrefois président de commune en vue, a perdu prématurément la santé. Il haletait, lèvres violettes sur la galerie devant ses outils délaissés. Mourant, il laisse un domaine appauvri et sans avenir. L'héritier mâle assure les travaux quelques années après cette disparition, mais cela ne permet plus de vivre avec son temps. Il veut aussi se marier, aspire à un salaire fixe. Vivre avec son temps, voilà la difficulté à laquelle est confronté ce clan familial ici, avec toutes les tensions qui apparaissent. Et on retrouve ces thématiques-là dans d'autres nouvelles qui toutes se situent dans cet espace entre tradition et modernité. Tombée du jour. Le train débarque son lot de pendulaires. Docile, il s'engouffre dans le souterrain pour renaître place de la gare, sous les coups du vent. L'usine, l'école, les bureaux les ont pris et sculptés à leur usage. Se faufiler dans ces personnages qu'exige le monde, jetés l'un après l'autre sur la scène. On retrouve cette idée de scène. Les personnages qui défilent sur la scène, qui apparaissent comme ça les uns après les autres, suscités par le monde, suscités par l'usine, l'école, les bureaux, ici, et la gare, le train qui les déverse. On les voit dans 1000 chorégraphies saugrenues, s'épuiser peu à peu, puis être repris, happés, remplacés par d'autres à la tâche. Leur peau qui à force semble des rochers, des écorces. Dehors, la gangue solide du monde n'attend que de voler leur corps. Entre les immeubles modernes posés rectilignes sur l'avenue,
comme une maquette dans la chambre d'enfant. On voit soudain, comme des bêtes tapies, le dos velu des montagnes, bleu épais, lourd, presque noir. Ce décor-là, voilà peut-être la quintessence de ce que cherche à décrire et à écrire Jérôme Mézot. Les immeubles modernes et le dos velu des montagnes, bleu épais, lourd, presque noir, venu de l'arrière-fond, elles ont l'air de rouler vers la ville en dévorant le paysage. De leur écran d'ombre se détachent les murs de béton. On perçoit sur leur échine un immense frisson, la houle des arbres en feuilles. Les montagnes sont l'avalanche future, le torrent débordé, le glissement de sol, la boue noyant vos maisons. Elles sont votre terreur et le souvenir mauvais des jours maigres. Elles déposent un peu d'hiver, un peu de nuit, jusqu'au cœur de la ville éclairée. L'œil enregistre l'onde de choc de leur avancée derrière les immeubles. On baisse un instant les yeux, la rue fait son manège, voitures en file indienne, klaxons multicolores, rythme des feux alternés. La circulation policée, les trottoirs dégagés, l'ordre sommaire et factice qui s'impose. Un instant ferait presque oublier ces monstres sur les terres de qui nous avons posé un instant nos bagages. Et l'on vit un temps aujourd'hui où le monstre se réveille, où la nature que l'on a cru écartée de nos lieux d'habitation, eh bien, se faufile, se réinsinue, et l'avalanche et le torrent débordant et le glissement de sol sont de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux. Donc, cette confrontation du moderne et de l'ancien n'est peut-être pas toujours gagnée par le moderne. Et puis, d'autres histoires. L'histoire de faux. Fauché à la faux. Et puis ces nouvelles inédites. La porte, en 2 mots. Permanence. Et puis parfois il y a des noms qui sonnent étranges aux oreilles du lecteur. Il y a dans une des nouvelles, par exemple, un personnage qui a pour nom la tante Bertha. Et pour moi, la tante Bertha, c'est un nom entendu dans mon enfance. Un nom qui résonne parce qu'il y avait bel et bien une tante Bertha, pour moi aussi. Un nom mythique parce que cette tante Bertha-là, eh bien, je ne l'ai jamais connue. Mais c'était le nom qu'on avait donné aux nounours, la tante Bertha. Et donc, soudain, trouver ce nom-là, moi, ça a été une petite Madeleine qui m'a fait plaisir. Ça s'appelle Saut du loup, cette nouvelle-là. La vie est ce qui passe pendant qu'on est occupé à faire autre chose. Exergue signé John Lennon. C'est le frère de la tante Bertha, le cantonnier, qui nous a ramenés en plaine à la tombée du jour. On s'est enfilé dans la voiture et nos questions se cognaient à la vitre. Le retour imprévu nous laissait sans voix. On avait lâché nos jouets. Durant ces 3 jours, tout a été si précipité, incompréhensible. Arrivé à la sortie du village, la route formait un tournant au bord d'une pente vertigineuse. Derrière la glissière bombée, on devinait tout en bas une gorge où vivait un ermite, ajoutait la tante. On était attiré par cette chute, on aurait voulu savoir l'histoire de ceux qui étaient tombés, ceux qui gisaient là en bas, mais l'oncle disait simplement « c'est le saut du loup ». Très intéressant, cette manière aussi de décrire l'oncle, la tante. Ça rappelle ces désignations de gens du passé.
Plus personne aujourd'hui n'appelle son oncle et sa tante l'oncle ou la tante, je crois. On va l'appeler tonton, tati, ou des choses comme ça. On va trouver des petits noms, les enfants. En tout cas, on emploie ce genre de termes. Mais la tante, et la tante Bertha en particulier, eh bien, oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Ces tantes, d'ailleurs, parfois étaient des grandes tantes ou des arrière-grandes tantes. On ne savait pas trop de quelle génération elles étaient, des vieilles dames qui vivaient toutes seules dans des cabanes isolées. Enfin, je fantasme, cette tante Bertha-là a l'air plus proche que celle que j'imagine dans ma propre histoire. Et on se retrouve donc à nouveau dans cette ambiance de montagne, de temps arrêté. Pourquoi retourne-t-il dans ces villages dont ils apprennent le nom? On retenait les noms Chapelet, Nax, Vernamiège, Mazes, Suène, Saint-Martin. Pour aller au pain, on prenait par les taillis vers un village. La tante Bertha, disait « On sera vite à Hérémence ». Et ce nom d'errance nous plongeait dans la rêverie. Et il y a une certaine rêverie qui est suscitée par ces histoires modernes et anciennes. Il y a un texte qui s'appelle aussi Papier de famille, qui est une sorte de compte-rendu de procès imaginaire, mais qui sonne comme réel. Tribunal de district de Martignyville, République et canton du Valais, Suisse. Morand-Pierre, in presentia, greffier assermenté. Déposition numéro 124 du 30 septembre 1911. Ce 30 septembre 1911, devant le tribunal de district, dans le cadre du litige Veufray-Reva, a déposé M. Veufray-Joseph, né en 1879, de Jean-Pierre et Mélanie, né Landry, agriculteur charretier, domicilié à Salvanville, résidant au hameau de Vernaya. Le susnommé a déclaré que le 24 juin 1911, peu après 8 heures, il circulait comme à son habitude les bagages d'un groupe de voyageurs anglais par la route internationale dite des Diligences, en direction de Salvan puis Chamonix. Au 32e virage, lieu-dit le Biolay, son cheval s'est arrêté à cause de grosses pierres sur la route. Il a donc commencé à déblayer la voie quand est survenu en face le char à échelle de Reva Maurice, éleveur et transporteur domicilié à Salvanville. S'ensuira une bagarre. Et voilà aussi ce quotidien d'un monde d'il y a plus de 100 ans et d'un monde qui n'est pas tout à fait mort. Parce que il y a encore ces fantômes et autres nouvelles que nous raconte Jérôme Maison.